Et puis on va passer donc à notre première table ronde et je vais demander avec grand plaisir à Régis Sten et à Mathieu Darnaud d'avoir la gentillesse de nous rejoindre. Allez, venez donc tous les deux, installez-vous, un ici, un autre là, il y a pas de problème. Oui, Mathieu, donc Mathieu Darnaud, donc sénateur de l'Ardèche, très beau département. Bon, Régis, mettez-vous là, voilà. Oui, comme vous. Oui, très bien. Allez, c'est formidable. Régis Sten, chef du département au cycle de l'eau à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Donc, quand même, ça couvre 85% de la population. Hein. Toutes les métropoles donc, sont couvertes aujourd'hui. Il y a très peu de communes de moins de 2000 habitants. Donc, tout ceci est relié. Et puis, donc, Mathieu Darnaud, qui est déjà depuis de nombreuses années aujourd'hui sénateur de l'Ardèche, mais donc s'intéresse à ces problèmes de l'eau. Voilà, il représente le Mont Gerbier de Jonc, cet homme. Et oui, c'est vraiment sur sa circo. Voilà, c'est là que part la véridique, l'authentique et je ne sais plus laquelle source de la Loire. Enfin, il y en a au moins deux, ça c'est certain. Et donc, pour débuter sur ce thème transfert de compétences, qui pose évidemment des questions, des craintes, d'où le thème choisir ou subir. Eh bien, donc, cher Régis Sten, peut-être petite présentation, d'abord sur une dizaine de minutes, on va dire sur les grands enjeux, qu'on se remette totalement à niveau. Moi, je vous fais très vite, parce que je ne me suis pas bien présenté, vous avez été très gentil, donc Denis Chessou, France Inter. Je suis un provincial assumé, moi. J'aime ce mot de provincial. Quand on dit, on dit pas ça. Si, moi, complètement. Je suis originaire du Tarn, pays de 300 habitants, petit-fils d'agriculteurs et de chasseurs, et dans les deux cas, il savait prélever ce qu'il fallait, et non pas faire tout et n'importe quoi. Donc voilà, moi j'ai issu de cette culture et j'ai commencé à parler, si vous voulez, d'environnement il y a une trentaine d'années sur France Inter, à une époque où tout le monde s'en foutait merveilleusement et c'était une période, si vous voulez, j'appelle mon émission CO2 mon amour, très tournée nature et très tournée territoire. C'était une période où les gens faisaient pas du tout la différence, si vous voulez, entre le brame du cerf et l'effet de serre. Bon, alors maintenant, évidemment, je parle d'une population qui sait, hein, voilà, mais c'est assez récent. C'est donc assez récent. Et donc, je vois très bien comment fonctionne une société, comment fonctionnent les agriculteurs. Moi, je ne fais pas partie des gens qui disent d'un côté il y a les bio, il y a les conventionnels. Non, on s'en sort pas. On s'en sort pas. Il faut accompagner effectivement tout le monde. À part que ça urge. Ça, on s'en rend pas bien compte, mais effectivement, c'est en train d'aller très vite. Je vous en prie, cher Régis, donc pour nous présenter donc quelques éléments de cadrage. Ne bougeons plus. Bon, allez, hop. Bon, allez, on change de micro. Merci, Denis. Merci à tous. Alors, rapidement, je vais vous faire un tout petit état des lieux des réformes territoriales. Alors, voilà. Juste la fédération, Denis l'a dit tout à l'heure, 800 collectivités adhérentes, un rôle d'accompagnement des collectivités, un rôle de valorisation de leurs pratiques, un rôle de représentation, notamment auprès de nos parlementaires, hein, et puis 3 grandes valeurs, performance et pérennité des services publics locaux, la solidarité, solidarité sociale, solidarité territoriale, dans le domaine de l'eau, solidarité entre des territoires qui ont de l'eau et des territoires qui n'en ont pas beaucoup, mais aussi amont-aval, ceux de l'amont, s'ils ne font pas attention, c'est ceux de l'aval qui en récupèrent trop quand il pleut trop fort et qui n'en ont plus quand on en prélève trop. Et puis, ce sont des services publics locaux, donc c'est le local, ce sont le bloc communal, les départements, les régions qui doivent se mettre en ordre de bataille pour mettre en œuvre les politiques publiques nécessaires. Et donc, grande thématique, gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau, on en a parlé, l'eau potable, l'assainissement des eaux usées, le pluvial, la GEMAPI, et puis je rajoute la défense extérieure contre l'incendie, parce que malgré tout, alors ça dépend des secteurs, mais enfin, je ne parle pas de défense au niveau incendie de forêt, mais en DECI habitation, c'est 80% des poteaux d'incendie sur le réseau public d'eau potable. Alors, il y a un tout petit... Oui, bon, la présentation est un peu mangée sur les côtés. Première chose, sur l'exercice des compétences de l'eau,
on a accumulé les lois depuis 2010 sur l'organisation des collectivités, notamment dans le secteur de l'eau, avec la loi de réforme des collectivités territoriales de décembre 2010, jusqu'à la loi 3DS de février dernier, avec à tous les coups un mantra, on va organiser, rationaliser, lutter contre le millefeuille. Le millefeuille, voilà, tout ça. On en reviendra après là-dessus. À titre personnel, je ne suis pas complètement sûr qu'on n'ait pas un peu oublié les fondamentaux, c'est-à-dire un objectif d'avoir des services d'eau et d'assainissement qui fournissent de l'eau, qui épurent les eaux, qui soient là demain aussi, et qui soient accessibles à tous, et qu'on s'est un peu concentré dans ces différentes lois, un peu moins sur les dernières qui ont atténué les premières, mais qu'on ait oublié ces fondamentaux au bénéfice d'une vision uniquement normative sur des solutions institutionnelles. Alors tout ça, ça a conduit aujourd'hui à des transferts de compétences qui sont rendus obligatoires vers les EPCI à fiscalité propre, avec, pour les communautés urbaines et métropoles, mais de toute façon, en plus, ça ne vous concerne pas dans le département, des transferts qui sont historiques. Les communautés d'agglomération, les communautés d'agglomération 2020, 1er janvier 2020, et les communautés de communes, un principe de base de transfert obligatoire en 2020, avec un report possible à 2026, et une possibilité de scinder l'assainissement collectif et le non collectif, puisque beaucoup de communautés de communes avaient pris la compétence assainissement non collectif depuis longtemps. Et puis les eaux pluviales, qui restent une compétence optionnelle des communautés de communes, mais pas optionnelle des communes. Voilà. Et puis la DECI, qui reste communale dans l'immense majorité des cas. Les syndicats, qu'est-ce qu'ils deviennent dans cette affaire ? Les syndicats qui sont, alors à cheval, c'est peut-être pas très élégant, mais enfin en tout cas ça dit ce que ça veut dire. C'est le mécanisme de représentation-substitution, donc ils continuent à vivre leur vie, mais avec comme membres directs les communautés et plus les communes en direct. Juste une possibilité pour les communautés d'agglomération de se retirer, de demander au préfet de se retirer après avis de la CDCI au 1er janvier de l'année qui suit le transfert. Donc c'est pas on rentre, on sort. Les politiques patrimoniales de gestion du service, elles se font sur la durée. On peut pas rentrer et sortir sans arrêt. Donc voilà, si les communautés d'agglomération veulent sortir, elles avaient 1 an pour le demander, pas forcément l'obtenir. Et ensuite, elles restent dans le syndicat. Et puis, les syndicats infracommunautaires, ça c'est la grande nouveauté de la loi engagement et proximité, c'est la possibilité de maintien des syndicats infracommunautaires via une délégation de compétences sur lequel je reviens juste là. Donc cette délégation de compétences, elle concerne les communautés de communes et d'agglomération. Elle peut être faite au bénéfice des communes ou des syndicats infracommunautaires qui existaient avant le 1er janvier 2019. Elle concerne tout ou partie des compétences de l'eau potable, de l'assainissement des eaux usées ou du pluvial. Elle est faite par convention, donc il n'y a rien d'automatique, c'est un choix des 2 parties, la communauté et la commune ou le syndicat. Et cette convention détermine le champ, la durée, les moyens financiers et humains qui y seront consacrés. Alors c'est important, c'est pas un retransfert de compétences à la commune ou au syndicat communautaire. La communauté reste bien l'autorité organisatrice du service, et la commune ou le syndicat exerce la compétence au nom et pour le compte. Alors ça signifie, alors il y a eu plein de tergiversations depuis 2 ans pour savoir comment ça allait fonctionner, ce machin-là. Parce que c'est quand même un dispositif un peu original dans le paysage. Désormais, les doctrines à la fois du ministère des Finances, de Direction Générale des Finances Publiques, et puis de la DGCL, donc les collectivités locales, est à peu près claire.
tout ce qui est tarif, budget, immobilisation, emprunt, contrat sont passés par la communauté et toutes les dépenses exposées par la commune ou le syndicat sont remboursées par la communauté. Et le recouvrement, les factures, le vote des tarifs, c'est bien la communauté. Le recouvrement peut être réalisé par la commune ou le syndicat en phase amiable. Et ensuite, on passe à un recouvrement par le comptable public de la communauté. Et puis, j'ai zappé. Ah, voilà. Et puis, voilà, ce qui est important, c'est que le mécanisme de délégation, il peut intervenir n'importe quand pour les communes. Toute commune peut à tout moment demander la délégation. Alors ça ne veut pas dire qu'elle l'obtiendra, mais elle peut le demander. Bon, les syndicats, si ça n'a pas été fait dans l'année qui suit le transfert de compétences, le syndicat est dissous, donc on ne peut pas en recréer un. Les principes des transferts de compétences, donc je les rappelle, les biens, les immobilisations, les tuyaux, les réservoirs, les usines, les forages, etc., tout ça qui sont utilisés pour le service sont mis à disposition gratuitement à la communauté ou au syndicat qui bénéficie du transfert de compétences. Il y a un procès verbal écrit d'ailleurs de mise à disposition de ces biens et un état d'immobilisation puisqu'on fait aussi les transferts budgétaires, les contrats, les droits obligations, contrats de DSP, les emprunts, les baux des locaux, etc. Tout ça, les contrats d'abonnement des usagers, tout ça c'est transféré aux bénéficiaires du transfert de compétences. Et par contre, en cas de désaffectation du bien ou de retrait de compétences, les ouvrages reviennent à la collectivité propriétaire initiale, donc la commune, a priori. Les personnels, les services, le CGCT prévoit que les agents publics, fonctionnaires ou contractuels, sont transférés également à la communauté ou au syndicat. On ne pourrait pas se dire qu'ils font partie des meubles, ils suivent le même régime. Et puis pour les agents de droit privé, puisque au assainissement, service public industriel et commercial, en théorie, on doit avoir des employés avec des contrats de travail de droit privé, c'est le code du travail qui s'applique et ils sont également transférés. Et les dernières lois ont beaucoup facilité les régimes de mise à disposition entre communes et communautés, ce qui peut permettre, surtout sur les petites communes qui n'ont pas des agents qui sont affectés à temps plein à un service, de continuer à travailler au bénéfice de leur commune. Les contrats sont également transférés en l'état et éventuellement ils deviennent tripartites si on a des transferts partiels. Et puis, juste un point quand même, la jurisprudence permet de faire des fusions de contrats, c'est-à-dire quand vous avez plusieurs contrats qui ont des échéances différentes et des tarifs différents, mais avec la même entreprise, modulo quelques calculs de péréquation, la jurisprudence admet qu'on puisse en faire un seul et unique contrat. Le tout, c'est qu'on conserve une économie générale à peu près équivalente, donc le chiffre d'affaires et le bénéfice du délégataire simulés sur les contrats différents et le contrat final seront identiques. Donc ça peut permettre de simplifier les démarches. Ensuite, dernier point, les tarifs et modes de gestion. Vous connaissez le principe d'égalité. Des usagers dans les mêmes situations doivent payer la même chose. Et donc, on a deux exceptions au principe d'égalité. Si la loi l'impose, et c'est notamment le cas des transferts de contrats, le contrat continue tel qu'il est, donc la loi impose qu'on conserve les tarifs, ou s'il y a des différences de situation appréciables entre les usagers. Donc, en conséquence, au moment du transfert de compétences, les contrats de concession qui sont transférés continuent comme ils étaient avec leurs tarifs, ça ne change rien, sauf si le délégataire et la communauté ou le syndicat se mettent d'accord. S'il y a plusieurs contrats de délégation, donc l'harmonisation tarifaire, elle sera renvoyée à l'échéance des contrats. Et puis s'il y a plusieurs régies
en principe, on devrait aller vers l'harmonisation tarifaire, mais là encore, l'État, après s'être un peu fait tirer par les cheveux, accepte une convergence tarifaire progressive et même sans limitation de durée. On en a qui s'échelonnent sur 12 ans, voire 15 ans, sans contrainte. Et puis, la loi 3DS, il y a simplification, donc ça veut dire que c'est plus compliqué qu'avant. Mais en tout cas, sur ce point-là, elle ouvre des facilités de subvention de la convergence tarifaire. Alors, une convergence tarifaire, s'il n'y a pas de subvention, ça veut dire qu'au fur et à mesure, on a un tarif cible. Au fur et à mesure où les tarifs des plus élevés baissent, on augmente petit à petit au même rythme les tarifs les plus bas pour arriver vers le tarif d'équilibre. Alors ça, c'est un cas idéal, il n'y aurait que 2 communes, même assiette, et on arrive juste à la moitié. Après, ça peut être un peu plus compliqué, mais en gros, ça consiste à dire que tout au long de la convergence, ceux qui payent plus cher que le tarif d'équilibre subventionnent les tarifs de ceux qui payent moins cher que le tarif d'équilibre. Puisque si le service a besoin d'1 million d'euros, de toute façon, il faut que la somme de tout ça, ça fasse le 1 million d'euros nécessaire. Et ce que nous permet la loi 3DS, c'est de subventionner par le budget général les tarifs les plus bas, les plus hauts plutôt, pour que, au lieu que ce soit les tarifs les plus hauts qui subventionnent les tarifs les plus bas, c'est le budget général de la communauté qui finance cette convergence. Donc ceux qui avaient des tarifs élevés peuvent bénéficier rapidement de la baisse des tarifs liés à la convergence, et ceux qui ont des tarifs plus bas vont voir leur facture augmenter, mais plus doucement. Bon, mais évidemment, il n'y a pas de miracle, ça veut dire que c'est le budget de la communauté qui paye. Et puis à moyen terme ou long terme, la loi autorise la mixité des modes de gestion. On peut avoir un territoire partagé entre un bout en régie, un bout en concession, ou d'avoir plusieurs contrats, mais ça ne doit pas aboutir à des différences de traitement, des différences de tarifs. Bon, sauf cas exceptionnel, une station de montagne, si on a un secteur avec des investissements très élevés, on a le droit d'avoir un tarif différent. Et il y a aujourd'hui des solutions contractuelles qui permettent, avec des marchés publics de gérance ou avec des contrats de concession à ce qu'on appelle à paiement public, d'obtenir un tarif unique du service, même si on fait coexister sur le territoire des morceaux en régie, des morceaux en DSP. Effet de la réforme, de ces différentes réformes, au niveau national, alors on ne voit pas les chiffres, mais il y avait 15 000 services d'assainissement et 12 000 services d'eau en 2008. On n'a plus que 8 000 et quelques services d'eau et un peu moins de 11 000 services d'assainissement, donc en gros moins 40% de nombre d'autorités organisatrices. Chez vous, même rythme en fait, moins 35%, moins 43%, on est passé de 127 collectivités à 83 en eau et 167 à 96 en assainissement. Ça progresse même un tout petit peu plus vite que au niveau national. Et en parallèle, puisque la population française est globalement stable, ça veut dire que la taille des autorités organisatrices augmente. Plus 41% pour l'assainissement, plus 31%. Chez vous, c'est un peu les mêmes ordres de grandeur. Si l'écran était un petit peu plus grand, vous le verriez. Il reste quand même des tout petits services de moins de 2000 habitants qui sont importants en nombre. Chez vous, Loir-et-Cher, la taille moyenne des autorités organisatrices reste petite, mais c'est assez logique puisque c'est aussi la structure des communes, de la taille moyenne des communes du département qui est plus faible que celle de la moyenne nationale, évidemment. Voilà pour cette présentation. Merci à vous, donc, cher Régis Ten. Donc, on parlait parfois de... Ouais.
Je suis pas sûr que vous fassiez un malheur si vous voulez un repas de famille avec des gens qui connaissent pas le sujet là-dessus, mais peu importe. On parle d'usines à gaz, il y a aussi un petit peu les usines à eau, effectivement. Non, mais c'est très important là-dessus parce que il y a des craintes tout à fait légitimes. Alors, juste pour nos petits camarades, oui, est-ce que ça fonctionne? Non. On en a un qui est un petit peu en carafe, me semble-t-il. Je vais essayer de parlementer avec lui. Si vous en avez un troisième, ce sera formidable. Mais on va y arriver. Prenez ce micro, donc Mathieu Darnaud, parce que vous connaissez ce sujet depuis quand même pas mal de temps, sénateur donc de l'Ardèche, pays d'eau, qui descend aussi donc très très vite, et puis surtout donc au Sénat, donc chantre aussi de la ruralité. Vous avez animé quand même pas mal de débats sur ce thème. Dites-nous, j'ai envie de commencer par ce côté pas négatif, mais quelles sont les craintes que vous voyez de la part des élus, donc avec cette histoire quand même qui change beaucoup de choses. Donc on a compris, on essaye de rationaliser, mettre mot, d'être pragmatique, vous connaissez ça partout. Ça veut dire effectivement, on essaye de réduire les choses et qu'elles soient plus efficaces. Parfait. Donc vous l'avez effectivement très très bien dit tout à l'heure, vous nous l'avez montré, Régis. Mais quelles sont les craintes qui remontent par rapport donc à ce thème, en se disant ok, loi NOTRe, on y va. Maintenant les communautés de communes ont la main. Bon, et nous, petites communes. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez déjà en constat général? Alors peut-être au niveau de l'Ardèche, mais aussi donc au niveau national. Merci. Je veux d'abord remercier la présidente de son invitation, l'ensemble des organisateurs et puis l'ensemble des élus qui sont ici présents ce matin. J'ai, dans le cadre des différents rapports, j'étais le rapporteur de la loi 3DS, de la loi engagement et proximité au Sénat et l'auteur du texte en 2017 que nous avions adopté à l'unanimité et qui avait permis notamment de reporter l'échéance de 2020 à 2026, qui avait débouché sur une loi en 2018 que nous avions travaillé à l'époque avec une ministre bien connue dans ce département qui s'appelait Jacqueline Gouraud. Pour en venir directement à votre question, et après avoir parcouru à peu près une soixantaine de départements spécifiquement sur ce thème, la conclusion qui est la mienne et qui est la nôtre partagée au Sénat, et je le dis de façon très large, bien au-delà des différentes sensibilités politiques, c'est le fait que l'eau, c'est une compétence tout à fait singulière, tout à fait à part. Et j'ai la naïveté de penser, contrairement à ce que voudraient certains de nos gouvernants, qu'elle ne répond pas et qu'elle ne répondra jamais à une seule logique intercommunale. L'eau, elle répond avant tout à une logique de bassin versant. Et je crois que vouloir chercher tout le temps une forme d'efficience qui passerait par le prisme des intercommunalités, ça peut être une bonne chose. Je précise d'ailleurs un chiffre qui est très révélateur, c'est qu'avant même le vote de la loi NOTRe, nous avions 54% des communes de France qui avaient engagé ou qui avaient déjà transféré la compétence eau et assainissement aux collectivités. Et tout à l'heure, en aparté, nous discutions avec la présidente sur le fait que je crois que cette compétence, elle doit relever d'un caractère très volontaire de la part des élus, de transférer à leur intercommunalité ou de pouvoir choisir de maintenir cette compétence au travers de syndicats. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus simplement sur une logique intercommunale, mais que beaucoup de territoires font le choix d'avoir une logique supracommunautaire. Nous avons beaucoup de départements, je pense notamment à l'Alsace, qui a créé un syndicat qui est départemental et qui permet de mutualiser ses moyens. Parce que réduire l'eau finalement à l'eau potable, c'est passer à côté, et vous l'avez fort bien dit tout à l'heure, de 90% du sujet. La question de l'eau aujourd'hui, c'est la question de la ressource, et là il y a lieu à s'inquiéter. L'Ardéchois que je suis, année après année, déplore de voir l'étiage de sa rivière principale, l'Ardèche, baisser et donc susciter de grandes inquiétudes. Mais si ça ne représentait que le quart sud-est de la France, mais on se rend compte que tout le territoire national aujourd'hui est ou va être confronté à cette problématique de la ressource en eau, la problématique de la qualité, qui touche aussi bien évidemment ce petit cycle de l'eau. Donc l'idée que nous avons toujours défendue au Sénat, notamment sur ces deux derniers textes, c'est la capacité de laisser le maximum d'agilité et de souplesse dans l'organisation de la compétence eau. Et j'utilise volontairement le terme compétence eau parce que je mets l'assainissement un petit peu à part. Et d'ailleurs, je fais tout de suite une aparté, c'est que dans les chiffres que vous nous avez présentés, il y en a un qu'il serait intéressant aussi de présenter en complément, c'est l'augmentation du prix de l'eau à l'usager. Parce que
la conséquence très directe du transfert de cette compétence vers les On sent que ça va pas être vers la baisse, de toute façon. Non, a eu pour conséquence une augmentation très significative du prix de l'eau à l'usager. Alors, il y a une part tout à fait naturelle. Beaucoup de communes, on avait des communes de France qui ne payaient tout simplement, dans lesquelles les usagers ne payaient pas l'eau. Il est nécessaire à un moment donné qu'on ait expliquer gentiment à mesurer quelle est la valeur de ce bien précieux, vital et rare qu'est l'eau. Mais on a aussi, par le biais de ces transferts et de leurs conséquences, une augmentation assez significative du prix de l'eau. Pourquoi nous avons défendu le fait que cette compétence reste une compétence facultative dans le transfert des communes vers l'intercommunalité? C'est pas simplement parce que nous aurions une vision de Gaulois réfractaire qui pense que la commune de 50 habitants, encore pendant 30 ans, elle va pouvoir gérer seule son eau. Non, ça, c'est pas possible. C'est simplement que nous pensons que si on veut éviter... Oui. Permettez-moi de le dire de façon un peu triviale, tout ce tricotage que nous avons, que le gouvernement a souhaité d'engagement et proximité en créant finalement cette fameuse subdélégation qui est un aboutissement tout à fait imparfait, puisque vous demandez à une commune, vous laissez la possibilité à une commune et demain à un syndicat d'exercer la compétence sans avoir la faculté de fixer le prix de l'eau ou de voter le budget. Vous en conviendrez avec moi, le principe est un peu bâtard et ça ne fait que complexifier la tâche qui est celle des élus plutôt que de vous arranger. Le fait de garder le caractère facultatif du transfert de la compétence, c'est surtout pour sacraliser les syndicats des eaux. Parce que les syndicats des eaux, ils ont cette vocation de pouvoir justement répondre à cette logique de bassin versant. Ils ont cette capacité à s'adapter à des problématiques très spécifiques auxquelles ont parfois du mal à s'adapter les intercommunalités parce qu'elles n'épousent pas tout simplement cette logique de bassin versant. Et pour nous, il était normal que cette compétence si singulière dont les questions de ressources, de qualité de l'eau vont se poser année après année avec une acuité toute particulière, puissent être gérées de façon très singulière. On a réussi finalement, bon an, mal an, à transférer toutes les compétences à l'intercommunalité, alors en fonction des territoires et de la catégorie de PCI, on peut dire qu'on y arrive. Et faut-il voir si les compétences sont bien exercées ou mal exercées. Mais la réalité, c'est que l'eau, encore une fois, est vraiment une compétence tout à fait singulière. Et je pense que ça doit interpeller les législateurs que nous sommes. Et je vous le dis, je sais que demain, vous avez le président du Sénat qui va venir devant vous, et je pense qu'il le redira. Nous ne lâcherons rien sur ce sujet de l'eau et de l'assainissement, convaincus que tout ne s'arrête pas en 2026 et qu'il y aura d'autres enjeux après 2026 et qu'il faut redire la nécessité d'avoir cette agilité et surtout de vous laisser la capacité de transférer vers les intercommunalités ou de transférer vers des syndicats. Pour moi, c'est essentiel parce que sinon, on va se poser des questions par trop complexes et compliquées et on s'empêchera finalement de tendre vers des solutions qui permettront vraiment de gérer l'eau en fonction des spécificités de nos territoires. Mais alors, ce qui est assez formidable, c'est qu'on a été extrêmement novateur, je crois que c'était en 1964, donc avec la création de 6 agences de l'eau, donc avec des bassins versants. Des bassins versants qui tiennent la route, parce que si vous interrogez une goutte d'eau, le côté administratif, je pense qu'elle s'en fiche totalement. Bon. Et que là, ce que vous nous dites, non pas de façon subliminale, mais c'est que donc, les intercos, enfin certaines, pas toutes, mais ne vont pas du tout forcément épouser donc le bassin géographique. Et donc là, ça pose effectivement un problème. C'est-à-dire qu'on a une logique de bassin versant qui est formidable, qui est enviée par le monde entier. Et puis là, on est en train de le remorceler. Alors, quelle tendance il y a ? J'ai bien compris que là, on est dans du débat politique. Vous le jouez de toute façon tout à fait transversale, parce que ces problèmes d'eau et de réchauffement climatique, que l'on soit de gauche, de droite, du centre, du milieu, vert ou tout ce que vous voulez, ça va pas non plus être le plus important. Il y a des orientations certes différentes, mais quand même. Est-ce que vous voyez qu'il y a une évolution qui va pouvoir se faire quand même dans ce domaine ? Parce que vous êtes pas réfractaire aux intercours, on entend très bien ça.
mais que vous avez intérêt, enfin, vous dites, ouais, mais il faut un petit peu l'assouplir, quoi. Je crois qu'on a trop souvent caricaturé la position du Sénat. Alors, attendez, allez-y. Et si par hasard vous avez un troisième micro, ce serait formidable, parce que là, celui-là, il est en carafe. Hein. Toc, toc, toc. Ce serait bien. Ou alors vous lui faites de la réanimation, je sais pas. Donc je vous en prie. Non, je disais, on a trop souvent caricaturé la position du Sénat, considérant que nous serions réfractaires au mouvement de développement de l'intercommunalité. Nous, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on souhaite vraiment simplifier la tâche des élus sur les territoires et leur laisser très simplement le choix sur cette compétence eau de tendre vers l'intercommunalité ou vers l'organisation de syndicats. Et la réalité plaide dans notre sens, parce qu'on le voit bien, comme je l'ai dit, beaucoup de territoires ont conservé leur syndicat des eaux. D'ailleurs, vous me permettrez une réflexion. Lorsque nous avons voté la loi NOTRe, l'un des objectifs qui était alloué aux préfets dans les départements et dans ces fameuses coopérations départementales de coopération intercommunale, c'était de toiletter le paysage des syndicats. Or, quasiment aucun préfet n'a réuni de commission départementale pour provoquer la disparition des syndicats des eaux. C'est bien qu'il y a une absolue nécessité à préserver ces structures qui, encore une fois, ont fait la preuve dans l'histoire, de leur efficience et collent aux problématiques territoriales. Après, vous me permettrez une dernière réflexion qui est quand même celle du prix et celle de l'accompagnement aujourd'hui des collectivités par rapport à cette question éminemment importante de l'eau. Parce qu'on a dit, finalement, c'est bien de gérer en intercommunalité parce que comme ça, on va pouvoir réaliser plus de travaux, on va pouvoir finalement se conformer à toutes les contraintes normatives qui permettront d'optimiser les réseaux d'eau, l'efficience de nos réseaux d'eau. C'est oublié que dans le même temps, et je salue le représentant de l'agence de l'eau, on a ponctionné considérablement les budgets des agences de l'eau. On vient encore, et ça c'est légitime, pour financer l'Office français de la biodiversité en 2021, de prélever 373 millions d'euros dans le budget des agences de l'eau. Et trop souvent, de plus de 2 milliards et quelques, me semble-t-il. Et trop souvent, on l'observe, c'est le cas dans mon département, que ce sont des dotations d'État qui aujourd'hui de plus en plus accompagnent ou permettent le cofinancement avec les collectivités pour justement permettre tous ces travaux, ces réalisations en matière d'eau et singulièrement en matière d'eau potable. C'est dire qu'il y a un enjeu financier et que le modèle institutionnel c'est important, mais qu'il ne faut pas passer à côté des vraies questions. C'est demain qui vous accompagne quand vous avez des travaux qui sont assez conséquents budgétairement à réaliser dans vos intercommunalités, dans vos syndicats. Voilà, donc juste petite incise, lorsque le 11e parc national a été créé, donc a été donc celui des forêts, donc à cheval sur la Haute-Marne, la Meuse et la Côte d'Or, me semble-t-il. Bon, je me trompais sur un département, mais peu importe, ça a été fait aussi au détriment des 10 autres. Donc on a concentré donc les choses. Et l'OFB, elle aussi, on la salue, et donc elle fait aussi ce qu'elle peut. Mais c'est vrai que ça a été fait aussi sur donc une ponction sur les agences de l'eau. Alors bon, on voit bien quel est le débat. C'est-à-dire qu'en même temps, on se dit aussi quand même, Régis Ten, qu'il faut que les services grandissent. Leur capacité donc de maîtrise d'ouvrage, elle doit quand même être plus efficace. On voit bien effectivement que les petites communes, aussi sympathiques soient-elles, comme la mienne dans le Tarn, de 290 habitants, bon, ça tenait pas la route. Donc ils se sont effectivement regroupés sur une Comcom. Coup de peau, on est sur le même bassin versant, donc là ça va à peu près bien. Mais alors comment on fait, comment on arbitre, qu'est-ce que ça va être demain entre cette nécessité, parce qu'on ne peut pas maintenant faire n'importe quoi donc avec cette eau, et puis aussi d'arriver à trouver cette cohérence. Enfin voilà. Donc. Oui, tout à fait. Je crois que ce qui est important, c'est qu'effectivement, on se retrouve en plein dérèglement climatique. Donc ça veut dire des problématiques de ressources qui faiblissent, hein, en tout cas au moins de manière saisonnière. Hein, enfin, on le voit en Ardèche. Hein, moi, d'ailleurs, j'en profite. Mon grand-père était maire de Chirolles. Il y a 50 ans. Mais, oui, donc nous sommes dans l'Isère. Voilà, c'était des problématiques qui sont bien connues, mais qui s'accentuent. Hein.
C'est pas nouveau, hein, ça a été rappelé par l'agence de l'eau tout à l'heure, c'est pas totalement nouveau. La sécheresse de 76, je me rappelle qu'on allait chercher des jerrycans d'eau à la rivière parce qu'il n'y avait plus d'eau dans les réservoirs, mais on n'avait pas connu ça depuis 50 ans. Il faut aussi faire face à un défi patrimonial. Les services ruraux ont été créés, développés dans les années 60, 70, 80, et il reste encore quelques habitations, quelques fermes, quelques bâtiments isolés, en particulier en zone de montagne, qui ont une source ou un puits privé, mais qui subit aussi les sécheresses et les étiages sévères. Mais ça veut dire qu'on arrive doucement mais sûrement vers la nécessité de renouveler tout ce patrimoine, tous ces réseaux, y compris parce que, alors oui, vous en avez quelques-uns ici, c'est pas le pire département, mais des problématiques sur le PVC, ou même si les tuyaux étaient encore techniquement étanches, le chlorure de vinyle monomère nécessite des renouvellements importants. Pour ces défis-là, il faut des périmètres qui soient cohérents, on l'a dit, avec les ressources, avec le patrimoine, etc. Il faut aussi qu'il y ait une assise financière, une taille critique quelque part. Alors on ne peut pas dire il faut 10 000 habitants, 5 000 habitants, 15 000 habitants. Là encore, ça dépend des territoires. Mais je veux dire, il faut arriver à se regrouper pour mutualiser des moyens humains, des neurones, pour faire fonctionner les services. Il faut des moyens financiers, il faut de la ressource en eau pour gérer tout ça. Et donc, de toute façon, on ira forcément, dans les années qui viennent, vers des regroupements. Mais effectivement, ce n'est pas forcément le PCI à fiscalité propre, qui est un périmètre de vie et d'abord administratif, qui n'épouse pas, évidemment, enfin c'est pas son objet, il n'épouse pas les contours des bassins, des nappes souterraines, de l'écouplement, des rives pour la GEMAPI, etc. Et donc il faut justement laisser cette souplesse pour trouver les meilleures configurations possibles. Alors peut-être que dans certains cas, tout va bien. Je voyais, c'est très grand, mais la métropole de Nice couvre et a été conçue territorialement comme ça, pour couvrir les bassins versants de la Tinée et de la Vésubie, qui alimentent en eau potable, etc., tout le secteur de Nice. C'est cohérent, ça tombe bien. Bon, ils ont été en procès pendant combien de temps là, du côté de Nice? Sur les transferts de compétences, c'était chaud, là. 2001, 2016, et les procès n'ont même pas été jusqu'au bout, puisqu'à petit à petit la métropole s'agrandit, donc finalement. Donc elle a absorbé en fait. Mais ça veut dire que on est arrivé aujourd'hui à un périmètre qui est à peu près cohérent. Mais c'était pas du tout le cas de la première communauté d'agglos. Ce qui fait qu'on a coupé des tuyaux en deux, parfois même dans le sens de la longueur, doublonnant des tuyaux, mettant des compteurs de vente et d'achat d'eau en gros. Sympa. Où on est passé de situations où il y avait une certaine logique de l'architecture des réseaux et de la ressource à du découpage administratif, et avec en plus derrière, alors que je parlais tout à l'heure de renforcement des solidarités, de mutualisation, ça coûte plus cher, et en plus on gère du conflit, parce que là où on pouvait se partager de l'eau qui était captée sur une entité et qu'on se répartissait quelque part, qu'on se partageait à l'échelle du bassin, là on rentre dans une logique de client-fournisseur, entre celui qui récupère l'usine et le captage, et puis celui qui ne l'a pas, parce que de toute façon il n'y a qu'une usine, donc celle-là on ne peut pas la couper en deux. Parce que le roi c'est quand même celui qui maîtrise la ressource. Exactement, et peut-être qu'il y a quelques années c'était pas le cas, mais plus ça va, plus ça le devient. C'est-à-dire qu'on était en cogestion avant, alors ça, est-ce que vous le sentez ça aussi? On était donc en cogestion avant, est-ce qu'on risque pas, comme l'a très bien dit Régis, de devenir, qu'on se retrouve donc avec du client-fournisseur après? Pardon, vous avez le micro. Si, bien évidemment, mais encore une fois, moi je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que connais bien. Voilà. À un moment, je crois que le schisme, c'est qu'on confisque à l'élu sa part de responsabilité et donc sa part d'autonomie, et
je pense qu'il n'y a pas de personne qui soit mieux placée que les élus que vous êtes pour définir quel doit être le niveau d'exercice de cette compétence si particulière, si singulière. Et la traduction, très souvent, lorsqu'on force la main à l'élu, c'est exactement ce que vous êtes en train de dire. C'est que, artificiellement ou mécaniquement, on fait gonfler le prix de l'eau, des prestations. On n'est pas nécessairement sur une logique cohérente de bassin versant. Donc, on va avoir besoin d'aménagements complémentaires. Et ça, je trouve que c'est une hérésie absolue. Et puis, il y a un nouveau phénomène. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que la loi 3DS, le S, simplification... D'abord, c'était même décomplexification. Ils se sont rendus compte, on a dit on va pas pousser trop haut, parce que déjà simplification, on l'a pas fait, donc décomplexification, là, ils vont vraiment finir par nous jeter des pierres. Mais je le dis de façon ironique, mais elle a introduit une notion qui me paraît pour le coup intéressante, c'est celle de la différenciation. Le Loir-et-Cher, ce ne sera jamais l'Ardèche. Le Nord, ce ne sera jamais la Haute-Savoie. Et à un moment donné, il faut admettre ce principe. Ça ne veut pas dire que nous ne faisons plus République. Ça veut dire simplement que dans un domaine comme celui de l'eau, on a des problématiques territoriales qui sont fondamentalement différentes. Ce qui a prévalu, et quand Jacqueline Gourault était ministre, pour qu'elle accepte cette commission suite au texte que nous avions voté au Sénat, qui a permis de repousser de 2020 à 2026 pour les communautés de communes, le transfert de la compétence, c'est parce qu'on a bien dû se rendre compte que sur des territoires de relief, sur des territoires de montagne, sur des territoires du littoral, on avait des problématiques totalement bloquantes pour transférer la compétence eau vers les intercommunalités. Et que ça, c'était un constat qui ne pouvait pas souffrir de quelconque contestation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais quand on dit différenciation, la différenciation, elle s'exprime par la capacité ou la faculté qui est laissée aux élus que vous êtes de pouvoir choisir quel est l'échelon le plus pertinent qui permettra demain de faire les économies nécessaires, de trouver le meilleur prix pour l'usager, de pouvoir choisir si on va vers un délégataire ou si on préfère gérer l'eau en régie. Voilà, tout ça, ce sont des choix qui sont à la fois techniques, mais aussi éminemment politiques. Et c'est aux élus qui ont la légitimité de l'opérer, ce choix de le faire. Régistène. Oui, non, mais c'est absolument. Et c'est justement là où cette propension habituelle de vouloir qu'une seule forme, qu'une seule tête, une seule taille, une seule, etc. Parce que ça s'est passé aussi au moment où on a dit les communautés de communes, taille minimum passée de 5 000 à 15 000. Donc là où encore, éventuellement, ça pouvait peut-être passer dans certains territoires, ça devient plus grand. Puis je ne parle même pas des communautés de communes de 150 000 habitants, 200 communes. Enfin, il y a des trucs gigantesques. Hein. Donc, il faut laisser les territoires là-dessus s'adapter. Et si on regarde un peu l'histoire, on voit très bien que si on regarde la Haute-Savoie, la Savoie, les Pyrénées, les territoires de montagne, hein, ou l'Ardèche un petit peu, quoique il y a le syndicat, justement, il y a le CEBA, mais qui est déjà sur la plaine, justement, sur le bassin. On a eu très peu d'intercommunalité. Pourquoi, enfin, ou de regroupement, parce que chaque commune, en tout cas jusqu'à présent, avait ses sources. Hein, moi, je travaillais sur le plateau des 1000 vaches en Corrèze. C'est 450. Les 1000 vaches, ça veut dire les 1000 vasques. Ça n'a aucun rapport, donc c'est 1000 sources. Ça n'a aucun rapport avec les vaches. Alors, 1000, il y en a certainement 1000, mais il y en a 450 qui sont captés pour l'eau potable. Hein, pour 140 communes. Donc chaque commune a en gros 3 sources, 3 réseaux. Et jusqu'à présent, ça a relativement bien fonctionné, si c'était quand même quelques petits problèmes de qualité. Bon, avec le changement climatique, ça va être une autre paire de manches. Oui. Mais les communes n'avaient pas vraiment d'intérêt à se regrouper, finalement. Ils avaient de l'eau, ça permettait des petits réseaux, pas cher, très bien. Bon, à l'inverse, si on regarde la Vendée, la Loire-Atlantique, c'est des territoires sur lesquels la Bretagne, hein, finalement, il n'y a pas beaucoup d'eau, quoi qu'on en dise. En tout cas, elle est difficile à mobiliser. Il a fallu faire des grands barrages, des grosses usines. Aucune de ces collectivités, aucune des communes n'avait les moyens de construire ça. Donc, ils ont créé des grands syndicats, souvent à maille départementale, qui ont permis de mutualiser, d'avoir une force de frappe au niveau financier, au niveau technique, au niveau contractuel, pour avoir cette alimentation en eau
à l'échelle départementale. Puis on a des syndicats, la Vienne, l'Alsace, Noréade dans le Nord, la Haute-Garonne, etc., sur lesquels l'idée de départ était plus de mutualiser des moyens. Chaque petit syndicat, puisque c'était quand même déjà des syndicats, de quelques communes restait maître d'ouvrage, fixait son tarif, son budget, mais mutualisait finalement un service de bureau d'études et d'exploitants. Et finalement, tout ça, ça a plutôt bien marché. Alors après, il faut accompagner parce que les défis d'il y a 50 ans ou 30 ans sont plus tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. Et il y a le changement climatique, et il y a des problèmes de ressources, en quantité et en qualité. Mais je pense que c'est cette prise de conscience qui doit faire avancer chacun sur son territoire la recherche des solutions. Donc il ne s'agit pas de dire vous voulez rester petit et c'est pas grave s'il y a des bactéries ou c'est pas grave s'il y a des pesticides. Non, je veux dire de toute façon, les normes de qualité sanitaire et environnementale pour l'eau potable et pour l'assainissement, elles sont là et il faut les respecter. Ça, c'est une donnée. Ensuite, comment vous vous arrangez, comment vous vous organisez pour atteindre cet objectif ? Il faut faire émerger, il faut discuter le niveau local. Et puis après, il y a quand même des outils de solidarité et de péréquation nationale. C'était les comités de bassin, les agences financières de bassin, avec la loi de 64. Aujourd'hui, c'est vrai que les 2 milliards et quelques d'euros des budgets des agences de l'eau annuels, c'est quand même 87% financé par la facture d'eau. Alors effectivement, dans les années au début, jusque ces 20 dernières années, finalement, c'était une grosse caisse de péréquation, une grosse tontine qui permettait à ceux qui payaient leur facture d'eau d'aider d'abord ceux qui n'en avaient pas encore, et donc de financer des extensions de réseau, des créations de réservoirs, etc. Et puis, une solidarité à l'échelle des grands bassins. Puis petit à petit, effectivement, on a financé le budget de l'État. Je veux dire, pour mémoire, on a parlé, il y a le financement de l'OFB, mais encore, c'est l'eau et la biodiversité. Ça reste encore, on est encore l'eau paye l'eau et la biodiversité. On va avancer doucement, mais j'espère sûrement, vers l'eau et la biodiversité, paye l'eau et la biodiversité. Mais quand même, on a aussi encore le fameux plafond mordant. Il a mangé 74 millions d'euros sur ces 3 dernières années. Et ça, c'est réinjecté directement dans le budget de l'État. C'est pas pour faire de la biodiversité, c'est pas pour faire de l'accompagnement des collectivités, c'est directement le budget de l'État. Et c'est quand même un peu raide. Un peu raide, oui, tout à fait. Alors, quand même, une crainte, sûrement de nos amis dans la salle, je ne suis pas allé vous sonder, mais enfin, j'en connais d'autres, un petit peu partout en France. Ça va être comment je vais expliquer, donc, moi, à mes administrés, que le prix de l'eau, de toute façon, il ne va jamais descendre. Parce qu'il ne va pas descendre, il ne faut pas rêver. D'autant plus que le système actuel, c'est l'eau paye l'eau. On nous demande de faire des économies. On en aura moins. Donc, là aussi, il y a quand même un changement, comme on dit très joliment, de paradigme, Mathieu. Il est une évidence que le prix de l'eau ne baissera pas. En revanche, j'ai la naïveté de penser qu'il peut grimper de façon plus progressive et beaucoup plus raisonnable que la tendance que l'on observe singulièrement depuis le vote de la loi NOTRe, et donc l'obligation qui est faite de tendre vers un transfert aux intercommunalités, parce qu'on a vu, et c'est aussi la conséquence, disons les choses très clairement, en tout cas moi je le dis avec la liberté de ton qui est la mienne, un financement moindre des agences de l'eau et puis la mise en place de ces contrats qui sont à la fois vertueux mais qui sont parfois limitatifs dans le financement de certains projets. Donc on a dit aux élus allez vers les intercommunalités parce qu'en allant vers les intercommunalités vous allez pouvoir mutualiser et donc dans la tête de ces élus vous ferez des économies d'échelle. C'est vrai pour partie, mais c'est pas totalement vrai de l'autre, parce qu'on a aussi au milieu des délégataires, parce qu'on a aussi un désengagement des accompagnateurs financiers sur les travaux. Et c'est il y a 30 ans, quand vous réalisiez des travaux en matière d'assainissement ou de maillage des réseaux, vous étiez à 80% de financement.
Aujourd'hui, si vous arrivez à 50 ou 60, c'est vraiment que vous avez gagné au loto. Voilà, on est plus vers 30-40. Et donc, tout ça, ce sont des phénomènes à prendre en compte. Et ce que je reproche trop souvent à l'État, c'est justement d'avoir une vision trop macro et pas assez micro. C'est de ne pas faire confiance au territoire pour, pardon de le dire, quand bien même on respecte les normes et les contraintes environnementales, accepter qu'on puisse aussi gérer en bon père de famille, gérer en proximité et avoir le souci de ne pas augmenter considérablement la facture d'eau parce que tous les ajustements se font in fine sur le dos de l'usager. Donc oui, il y a fort à penser qu'on n'aura pas une diminution du prix de l'eau, mais on peut, en laissant aussi le temps aux collectivités de converger. L'idée qu'on avait dans 2026, c'était justement de faire en sorte que dans les communes, par exemple de relief, où les gens ne payaient pas l'eau, ou payaient vraiment une somme modique, ils ne se retrouvent pas du jour au lendemain. Vous avez l'antenne là qui est juste... Ouais, voilà, pardon. là, Ils ne se retrouvent pas du jour au lendemain à avoir le prix de l'eau, qui est quand même une progressivité, à devoir payer un prix de l'eau multiplié par 10, voire plus, quoi. Donc là, il y a vraiment un sujet à prendre en compte. Je crois que cette notion de proximité et cette capacité qui doit être offerte aux élus d'avoir le maximum d'agilité, elle a un impact très direct, et ça, on l'a constaté. D'ailleurs, je le dis, on est en train de commettre un rapport au Sénat sur l'avenir de l'eau en 2050, en étudiant très précisément ces mécanismes de transfert et en mesurant l'incidence que cela a eu sur le prix de l'eau. Et on travaille bien sûr sur la qualité, sur la ressource, sur la mutualisation. Et ça intéressera aussi les élus parce que quand on parle d'économiser l'eau, il faut aussi qu'on puisse mutualiser les usages. Quand on fait une retenue ou un lac collinaire, il faut penser à ce que cela puisse s'adresser aussi aux fédérations de pêche, que cela puisse être aussi un moyen de mettre en place une DFC, une défense incendie digne de ce nom, pour éviter de générer de nouveaux investissements pour les communes, soit en réalisant des bâches, soit en réalisant des investissements dédiés. Donc voilà, tout ça, c'est penser l'eau demain en prenant en compte la biodiversité, l'environnement, le changement climatique et aussi la logique économique pour les collectivités. Si vous voulez faire des économies, on en reparlera donc cet après-midi à 16h30, les solutions fondées sur la nature sont une des solutions extrêmement importantes aujourd'hui. On est une culture d'ingénieurs. Je ne nie pas une seconde, je ne suis pas en train de fustiger ça du tout. On est une culture d'ingénieurs en France, on est là. La nature, c'était au fond à gauche. Bon, très bien, ça a été le décor de nos loisirs pendant des années. On commence à se rendre compte, même si on est toujours dans cette anthropisation, enfin dire de l'être humain, anthropomorphisme, de l'être humain, de se dire, bon, ok, on va trouver la solution technique. Oui, on en trouvera, mais je vous l'ai déjà dit au départ, il n'y a pas que ça du tout. Parce que là, on ne s'en sortira pas. Et donc, ces solutions fondées sur la nature, de se dire, je compte très bien compris, je redirai cet après-midi, mais dans les années 90, si vous voulez, New York, donc avec ses 10 millions d'habitants, s'est posé la question de savoir si on allait repotabiliser et assainir. Et là, il y avait une facture de 8 milliards de dollars pour le faire. Ou bien, on allait donc plus en amont, donc préserver un massif de 5000 km² qui porte le nom de deux rivières, Castile et Delaware, et c'est ce qu'ils ont fait. Ça leur a coûté moins de 1,5 milliard de dollars, donc au lieu de 8 milliards. Les New-Yorkais maintenant sont apprisonnés à 90% là-dessus. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé leur forêt en bon état, ils ont soigné donc leur forêt, ils ont fait passer les agriculteurs en bio, et ça fonctionne. Et c'était un des premiers exemples avec une réalité économique que l'on a pu chiffrer, donc aux États-Unis et donc à New York en particulier, sur donc ces bienfaits et ces solutions fondées sur la nature. On en a plein. Je suis sûr que dans vos territoires, donc vous en avez aussi. Alors je sais qu'on a ce mode de fonctionnement qui n'est que économique. Ça nous tue aussi, hein. Évidemment que c'est important l'économie, on est bien d'accord. Mais je veux dire que c'est quand on n'a que ça comme raisonnement, on se dit bon alors c'est quoi, etc. et tout. Et ben maintenant effectivement on a des solutions qui existent. Peut-être Régis, je sais pas sur. Oui. Effectivement, alors déjà, les solutions fondées sur la nature, cela dit, n'oublions pas, dans les pionniers, il y a eu aussi Grenoble, Lons-le-Saunier. Oui. Grenoble distribue aussi avec l'ancien président, d'ailleurs, effectivement, de l'AMF, donc
voilà, tout à fait. Maire de Lons-Saunier, donc qui a été un des pionniers aussi, bien sûr. Et effectivement, et donc c'est Oui, à la Monsieur fois Pélissard. solution fondée sur la nature, et effectivement dans une logique qui n'est pas le risque technologique, et je parle en ingénieur, hein, c'est que on aura toujours un métro de retard et qu'on est toujours à remettre des pansements. Donc on va faire, alors des fois il n'y aura pas le choix. Hein, on a parlé de pollution de pesticides. Hein, il y a les nouvelles réglementations, les nouvelles molécules suivies, c'est 10 millions d'habitants desservis par une eau non conforme à la réglementation là maintenant. Pour partie, il y a de la reconquête à faire. Ça n'évitera pas nécessairement ou toujours de faire un peu de traitement à un moment donné en espérant que ce soit transitoire. Et puis, ces solutions fondées sur la nature, c'est aussi l'intégration des différentes politiques publiques. Hein. On a évoqué la gestion du pluvial, hein, la désimperméabilisation, la revégétalisation des villes. C'est bon pour la biodiversité, c'est bon pour la qualité de vie, c'est bon pour l'approvisionnement des nappes. Hein. Donc ça, c'est des solutions qui sont vraiment intéressantes. Alors Catherine, peut-être Catherine Héritier et Jean-Luc Broutin, on vous passe, tenez, prenez le micro qui est là, ne mettez pas la main, voilà, très bien, impeccable. Oui, bon, pour ce qui me concerne, moi j'ai écouté attentivement tout ce qui s'est dit. Curieusement, on passe de la question de l'eau à la question des libertés locales. C'est assez, Oui. c'est assez intéressant comme exercice. Moi, ce que je pense qu'on pourrait retenir pour nous, les élus locaux, d'abord, c'est ce qui est dans les propos de Mathieu Darnaud, qui nous dit l'eau répond à une logique de bassin versant. Je pense que ça, c'est un élément important. Bien évidemment, on en discutait tout à l'heure. Les intercos savent pas toujours bien discuter entre elles, hein, notamment quand elles ne sont pas d'ailleurs du même département, par exemple. Ça peut être compliqué. L'autre élément aussi, qui est que la question de l'eau est beaucoup plus large que la question de l'eau potable. Voilà, ce sont deux paramètres à intégrer évidemment. Et cela dit, il faut tenir compte aussi des propos de Pierre Touzac et de Régis Fèvre, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de sécuriser l'alimentation en structurant la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus se dire on va faire fi des analyses, on va faire fi des objectifs de santé publique. Voilà, il faut bien intégrer ces éléments-là. Donc moi, de ces propos-là, j'en retire la conclusion qui est commune à tous, c'est que ce qui est bien dommage, c'est qu'on a une législation qui a tendance à ne pas faire confiance aux élus locaux, alors que les élus locaux, eux, sont en relation directe avec leur population, en relation directe avec leur territoire. Et l'interrogation, c'est pourquoi ne leur fait-on pas confiance pour trouver la meilleure solution, pour choisir la meilleure solution de gestion qui va faire qu'on atteindra, alors peut-être avec un temps différent, peut-être avec des circonstances différentes selon les territoires, mais en tout cas qu'on atteindra l'objectif. Alors c'est vrai que Mathieu Darnaud s'est bien frotté avec Jacqueline Gouraud, donc vous connaissez, etc. là-dessus. Bon, ils ont discuté sur le sujet. Je vous en prie, Jean-Luc Broutin. Oui, tout d'abord une petite aparté personnelle. C'est vrai qu'en tant qu'ancien technicien de ce domaine, je partage tout à fait l'approche du sénateur Darnaud, et que effectivement, vous avez bien fait de venir, l'eau, monsieur, il ne faut pas couper la problématique de l'eau des caractéristiques de son territoire, puisque on est face à des situations très multiples, et donc il faut mettre un peu de sagesse pour essayer de s'adapter au mieux à la situation réelle du secteur, et non pas vouloir mettre tout le monde dans un même moule avec une vision parisienne. Bon, par contre, effectivement, il y a des nécessités indispensables, et il faut faire du regroupement pour donner les moyens aux différentes structures. Puis vous aviez quand même des maires, pardonnez-moi, mais effectivement, qui n'étaient pas forcément tous très au point. Alors autant, moi je rejoins complètement Catherine Héritier sur le fait, faisons confiance aux élus qui sont dans la salle et partout, mais il y en a qui n'étaient pas non plus forcément top. Donc, Tout à fait. Alors,
Pour ce qui concerne un peu plus le Loir-et-Cher, j'ajouterais simplement il faut que nos élus n'oublient pas qu'ils ont le service qualité de l'eau du conseil départemental et l'observatoire pour les aider dans leur réflexion, puisque là, ils peuvent trouver, je dirais, des ressources pour essayer d'avoir une connaissance de leur situation la plus exhaustive possible, parce que c'est important d'avoir une bonne connaissance de la situation pour pouvoir se projeter un petit peu dans l'avenir. Et après, vous pouvez aussi utiliser ces outils qui sont mis à votre disposition pour faire des simulations en fonction des hypothèses que vous pouvez avoir ou des réflexions, ce qui vous permet de voir un petit peu, d'anticiper sur les solutions vers lesquelles vous pourriez vous orienter. Alors je vous le disais donc tout à l'heure, un petit peu en préambule, gérer la rareté, c'est pas marrant, mais c'est possible. Gérer la pénurie, c'est compliqué. Ce que l'on craint tous, si vous voulez, aussi, c'est qu'on ait une multiplication de restrictions. On l'a très bien vu. Dans les Deux-Sèvres, c'est chaud bouillant. Je ne parle même pas du problème des bassines, parce que là, c'est encore des guerres de tranchées, mais qui sont à mettre sur la table. Enfin, donc, c'est une réalité. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, pour le Rhône, je n'ai pas regardé les dernières estimations en ce qui concerne l'étiage, mais en ce qui concerne donc le Rhône, ce sera entre moins 10 et moins 40% d'ici 2050. Tout ceci va être très inégal, on est bien d'accord. Mais là, la courbe, elle est de toute façon tout à fait montante. Est-ce que Saint-Laurent-des-Eaux va pouvoir produire de l'électricité, etc. et tout? Est-ce qu'on va balancer un nouvel EPR à côté de Saint-Laurent-des-Eaux? Saint-Laurent-Nouan, puisque je crois que maintenant donc, les communes ont été jumelées. Mais tout ça, on ne sait pas. Et donc, va y avoir différents usagers autour de la table. Et c'est là aussi qu'il va falloir arbitrer. C'est pas de la tarte, hein, vous le savez, donc les uns et les autres. Donc, pour éviter des guerres de l'eau qui vont peut-être commencer à avoir lieu, malheureusement, dans le monde. Lorsque vous avez, par exemple, le gentil petit massif de l'Himalaya, si vous voulez, ça irrigue 4 milliards d'individus, 4 milliards de personnes. Vous avez 3 fleuves, vous avez le Gange, le Brahmapoutre et l'Indus, dont dépendent 2 milliards d'agriculteurs en dessous. Et donc avec des glaciers qui, évidemment, commencent à fondre sacrément. Alors, une fois de plus, le cycle de l'eau, aujourd'hui, sera le même, mais les précipitations vont être totalement différentes demain. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas le gérer. Je vous le disais, les scientifiques s'accordent absolument sur donc la montée de la température, l'évapotranspiration, tout ça on connaît. Mais les précipitations de demain, on ne les connaît pas encore. Peut-être que dans 50, en 10 ans, on y verra donc plus clair. Mais en tout cas, c'est ça qui est derrière. Et une fois de plus, oui, développement, etc. et tout, c'est normal. On a envie de créer un avenir à nos gamins qui sont plus au point, d'ailleurs, sur le sujet parfois que certains d'entre nous. Hein. Eux, ils ont pigé donc assez bien le monde dans lequel on les laisse, c'est-à-dire qu'on leur dit « mais mon chéri, tu vas courir le 100 mètres, à part que tu as un sac à dos qui est chargé de 30 kilos derrière. » Régis, peut-être, je ne sais pas, vous vouliez intervenir sur... non, c'est bon, là, ça y est, c'est formidable, on a fait ça. Bon, alors, c'est vrai que c'est une plénière, donc le jeu des questions-réponses, c'est un peu chaud, d'autant que vous avez donc différents ateliers qui vont répondre... Alors, en partie, donc les 9 ateliers, déjà les 3 qui ont eu lieu ce matin, à différentes réponses. Il est 1h moins 10, donc on est pas mal. On était parti avec 5 minutes de retard, on arrive avec 5 minutes de retard, donc on est bien. Ce qui est important, j'ai toujours remarqué ça, moi, quand on parle de l'eau, les gens boivent du vin. Mais c'est comme ça. Au carrefour de l'eau, moi j'ai vu ça aussi à Rennes, c'est formidable. Donc je ne sais pas ce qui nous attend, mais je sais quelque chose nous attend, donc derrière, voilà. Et de toute façon, la vigne est quand même une liane extraordinaire. Elle a aussi besoin de flotte. Elle exprime sa force justement parce que justement elle doit résister. Et donc là, ça nous donne des vins de qualité dans votre région. Mais elle a elle aussi donc besoin d'eau. Donc on va se retrouver donc pour ce déjeuner. Je ne sais pas sous quelle forme, mais on va découvrir ça. Voilà, apéritif et formidable. Merci beaucoup Catherine. Puis après, donc on se retrouve. Vous avez les différents ateliers et donc ces fameuses solutions fondées sur la nature avec des exemples très positifs. On a besoin de ça. Hein, on ne va pas se flageller donc les uns les autres. Il y a des possibles. Voilà, une fois de plus, il y a des possibles. Le monde à la fois se restreint, mais il y a quand même des possibles dans ce côté plus restreint. On vous souhaite un très bon appétit et puis donc on se retrouve tout de suite pour manger un coup. Voilà.